Et nous, ce qu'on a conservé, c'est cette voix de Salif en mettant parfois la voix de Denis. Donc c'est une voix en fait qui appartient aux deux. En fait, on n'a pas utilisé du tout l'intelligence artificielle. On a travaillé de manière très très artisanale. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Donc Fabienne Godet est l'invitée de The Cinema Show aujourd'hui pour nous parler de son 6e long métrage Le Répondeur, en salle depuis le 4 juin. Bonjour Fabienne Godet, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Il fait beau. J'espère que les gens vont aller au cinéma quand même. On l'espère en tout cas. Première question de cette interview, votre film est adapté du roman éponyme de Luc Blavillain. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait attiré dans l'idée d'adapter ce projet ? Le pitch lui-même déjà, puisque c'est quand même très très original. Je n'ai jamais vu ça ailleurs que dans ce livre, quoi. C'était l'idée qu'un écrivain qui s'ennuie et qui est complètement addict à son portable puisse avoir l'idée d'aller le confier à un imitateur qui va le remplacer, qui va faire le taf à sa place. Je trouvais que l'idée était vraiment superbe, et surtout complètement inédite. Après, le ton de comédie, j'aimais beaucoup aussi, c'est-à-dire que c'est un genre auquel moi je me suis jamais vraiment collée. Et voilà, et comme j'aime bien me fixer des challenges et faire des choses que je ne sais pas faire, voilà, le ton de la comédie, je riais beaucoup en lisant le roman. Et je sentais en plus, c'est un roman qui n'est pas très connu, mais donc le poids d'adaptation est moins lourd que quand on adapte un chef-d'œuvre, ou en tout cas un livre très très connu. Ce qui fait que voilà, je me sentais complètement libre, et Luc Blavillain m'a fait entièrement confiance, c'est-à-dire qu'il il m'a laissé faire en fait, il m'a laissé m'approprier son livre et faire mon film. Oui, parce qu'on dit souvent que adapter, c'est trahir. Alors personnellement, je n'ai pas lu le roman, mais est-ce que vous pouvez nous raconter l'angle que vous avez abordé dans le long métrage et qu'est-ce qui pourrait vous différencier du livre de Luc ? Oh, il y a plein de choses, c'est-à-dire que je pense qu'avec ma co-scénariste, on a été assez respectueuse en fait de l'âme du livre. Après, c'est vrai que 300 pages de roman, je crois à peu près. Nous, en scénario, on est sur 90 pages. Donc, on est obligé de faire des choix. Et mon angle, ça a été, quelque part, je ne me suis pas réinventée à ce niveau-là. C'est-à-dire que mon envie, c'était de creuser le lien entre Pierre Chosenne et Baptiste. Là où le livre de Luc était beaucoup plus centré sur le personnage de Baptiste. Donc moi, j'ai essayé de booster un peu et de donner un peu plus d'épaisseur au personnage de Chosenne. Après, il y a plein de choix que j'ai fait. Par exemple, dans le livre de Luc, le tableau que va peindre Elsa, la fille de Chosenne, c'est la grande odalisque de Ingres, qui est un très très beau tableau, mais que je trouvais presque trop évident, presque stéréotypé en fait. Du coup, je me suis mis à chercher d'autres livres, d'autres peintures. Et je suis tombée sur ce tableau que j'ai trouvé tout de suite, mon inconscient a accroché parce qu'on a l'idée du masque. C'est un beau tableau, enfin, j'adore le regard qu'elle a. Et je trouvais qu'on pouvait plus se projeter, en fait. En tout cas, dans ce tableau, ça avait plus de sens par rapport à ce que le film raconte. Et puis, chose étonnante, c'est que moi, je suis née à Angers. Et quand j'ai fait ma petite recherche Wikipédia, je me suis rendu compte que le tableau était exposé au musée des Beaux-Arts d'Angers. Donc là, j'y ai vu un signe. J'ai toujours un peu comme ça, attentive aux signes que le ciel m'envoie. Et je me suis dit, bon, forcément, c'est ce tableau-là. Voilà, donc après, j'ai modifié. Enfin, le personnage, par exemple, de Nathalie, c'est un personnage qu'à la fin du roman de Luc, on voit. Là où moi j'ai choisi effectivement que tous les appels téléphoniques sont des appels neutres. On ne voit ni l'éditeur, ni le traducteur, ni sa femme. Les seuls qu'on voit, c'est sa fille, parce que ça va jouer dans l'intrigue. Donc j'ai pris plein de libertés comme ça, des petites adaptations, tout en restant fidèle, je pense, au livre. Que Luc a vu le film et voilà, il était super content. Il m'a dit ton adaptation est réussie. Je pense qu'une adaptation, elle est réussie dans le sens où le réalisateur, l'auteur, est capable de se l'approprier, d'en faire sien, en fait, les propos d'un autre.
Et c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Justement, vous l'abordiez tout à l'heure, quand on regarde votre filmographie, c'est votre première comédie. Alors on sait que c'est un genre qui est assez complexe à aborder, parce que c'est très codifié. Et justement, quelle a été votre approche vis-à-vis de ce genre de comique que vous abordiez pour la première fois? Alors c'est une comédie qui reste quand même très proche aussi de ce que j'ai fait, c'est-à-dire que le livre de Luc est entre guillemets assez théâtral, peut-être plus proche du vaudeville que moi ce que j'ai pu faire en cinéma. Donc mon objectif c'est vraiment de ramener du cinéma et puis surtout de ramener de l'humain, c'est-à-dire de vraiment caractériser les personnages pour qu'on s'y attache, qu'on s'attache à chacun. Après, je dirais que la différence en termes de méthode par rapport à ce que j'ai pu faire, c'est que moi j'aime bien en fait laisser que mon scénario ne soit pas complètement saturé et qu'il y ait des moments où les comédiens vont pouvoir s'approprier les scènes, improviser, plus ou moins en tout cas. Là, c'est quasi impossible, c'est-à-dire qu'on est obligé d'être dans le rythme, dans la réplique qui claque. Donc il y a des petits moments comme ça d'impro, mais qui se jouent sur des petites phrases. Que Salif notamment rajoutait et qui moi me faisait rire, donc je les prenais. Mais sinon l'impro, c'est vrai que voilà, on est tenu à un rythme. Il y a des scènes qu'on a tournées que j'aimais bien, qui étaient réussies, sauf que une fois monté, on se rendait compte que ça ralentissait et le film fait déjà 1h42, donc faut avancer. Donc j'essayais d'avancer aussi avec ce que je suis, avec l'importance que j'accorde en fait à chaque personnage. Je voulais pas être dans la caricature. Très bien. Et comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure un petit peu, c'est un film et c'est aussi un livre sur le double, sur le mensonge, sur le faux semblant, qui est une rhétorique qui est assez empruntée dans le genre de la comédie. Et je voulais savoir, vous, comment vous vouliez l'aborder aussi, notamment en termes de mise en scène. En termes de mise en scène, alors je ne sais pas, je suis pas sûre de comprendre la question. C'est-à-dire que je veux dire, les thématiques abordées aussi, elles renvoient aussi à de la mise en scène en termes de comique, comme je vous disais, par rapport à la comédie qui est très codifiée. Justement, comment vous pensiez aborder toutes ces thématiques-là du point de vue de la mise en scène, de comment mettre en scène toutes ces thématiques autour du mensonge, du faux semblant, etc. Nous, on s'est surtout posé la question en fait au niveau du montage. C'est-à-dire que moi, j'ai pas modifié particulièrement ma façon de travailler. Je suis quelqu'un, par exemple, qui ne fait pas de storyboard. Quand j'arrive sur un plateau, j'ai en tête à peu près les axes, mais j'ai filmé de la même manière que j'aurais filmé n'importe quelle scène. Si j'ai envie d'être dans un truc très simple, de chant contre chant, voilà, notamment dans les repas, par exemple, entre Denis Podalides et Salif Cissé, ou dans quelque chose de beaucoup plus fluide qu'on retrouve en fait dans tous mes films. Après, c'était plus une question de montage, c'est-à-dire à quel moment on va couper et dégrainer pour toujours tenir ce rythme en fait. Et ce que j'ai fait, je me suis couvert d'un point de vue technique, c'est-à-dire je n'hésitais pas en fait à multiplier les plans de manière justement à pouvoir jouer sur le rythme. Alors que quand on est sur un plan séquence, on est un peu coincé en fait. Donc même si parfois j'étais sur un plan séquence, je faisais en sorte de toujours trouver un autre axe pour pouvoir couper au cas où le rythme n'aurait pas été complètement juste sur le tournage. Mais pour moi, la comédie, on l'a vraiment cherché au montage. C'est-à-dire qui on présente, à quel moment on arrête. C'était vraiment un travail là, de précision. Oui, effectivement, comme vous le dites souvent, la comédie, ça se joue sur le rythme et donc le montage est là aussi pour imprimer ce rythme. Et je voulais savoir justement en termes de références, est-ce que vous êtes allé puiser dans certaines références d'autres types de comédies, par exemple, ou d'autres, vous êtes peut-être allé chercher ailleurs aussi en termes de références, pas que comiques. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a, inspiré et qui vous a donné envie de puiser un peu dans le film. Alors, en fait, sur la comédie, il y a des tas de films que je trouve superbes. Little Miss Sunshine, il y a très très longtemps, j'ai adoré le film Les Apprentis de Salvadori, des choses comme ça. Mais je les avais pas vraiment en tête. En fait, j'étais vraiment centrée sur mon histoire, sur les personnages. Mes références, elles sont beaucoup plus quand je travaille, soit littéraire, soit picturale. C'est-à-dire, je me sers beaucoup aussi, et de la photo. Je me sers beaucoup, notamment pour les cadres.
voilà, je m'inspire en termes de couleurs, de tableaux ou d'atmosphère. Je me dis, voilà, c'est ce type d'atmosphère que j'ai envie. Et c'est plus facile pour moi, en fait, de me projeter dans des tableaux. Voilà, ça m'évite, en fait, d'être un peu à chercher un modèle ou des copies. Après, ça ne veut pas dire que j'ai pas, c'est pas des références, elles m'ont pas servi. Mais je pense même Le goût des autres de Jaoui Bakri. C'est un film que j'adore et dont on m'a reparlé à propos du répondeur. Voilà, je le prends comme un compliment. Mais on voit bien que, par exemple, dans Le goût des autres, le sujet, au final, il est beaucoup plus grave. Sauf que eux, ils ont la délicatesse et l'élégance d'aborder des sujets graves avec le sourire. Et je trouvais que, voilà, ça, en tout cas, je me disais, si j'arrive à faire quelque chose comme ça serait super. Mais ça n'a pas modifié. euh, Enfin, en tout cas, je me suis pas inspirée de plans. Tout ce qui est cadre et tout ça, c'est vraiment lié à la peinture et à la photographie. Donc, je voulais revenir aussi sur les acteurs parce que bon, ils ont une place centrale dans le film, notamment même dans le rythme comique, parce qu'on est quand même sur un duo. Et je voulais savoir justement, est-ce que vous êtes passé par une étape de casting ou est-ce que c'était un choix qui était évident pour vous de proposer le scénario à Denis Polides et Salif Cissé? Alors, Denis, oui, parce que c'est un comédien que je connais, hein, comme tout le monde. Et pendant l'écriture, je me baladais quand je faisais des pauses sur les sites des agences. Et il y a deux comédiens qui sont arrivés où je me suis dit, voilà, s'ils me disent oui, ça serait génial. C'était Denis Podalides et Horatica. Hein, je trouve que Denis Podalides, il a un mélange, je dis souvent, parfois de Jean-Louis Trintignant. Je ne sais pas si c'est dans la voix ou dans les expressions. Et en même temps, il est capable de faire le clown comme Louis de Funès. C'est Et vrai. donc, d'emblée, je me suis dit, voilà, Denis, ça serait super. Parce que le personnage de Chosen est un personnage qui doit être à la fois attachant, séduisant, et en même temps, il y a quelque chose de l'enfance, en fait, dans le personnage. Un enfant qui n'est pas encore complètement indépendant. Et c'est pour ça, par exemple, que dans les costumes, je lui ai mis des Adidas blanches avec un super costume. C'est comme s'il avait d'un coup les pieds dans l'enfance et puis en même temps le costume pour être dans le paraître et un costume qui est je dirais, de son âge. Là où les Adidas qu'on lui avait choisis, je veux pas dire que quand on a 60 ans on peut pas porter des Adidas, mais en tout cas c'est moins courant. Et Horatica, je trouve que Horatica, elle a une grâce, elle a une présence qui est quand même incroyable, quoi. C'est pas que de la beauté, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait une comédienne qui, tout de suite, quand on la voit, on se dit, mais quel con, Chosen, et qu'est-ce qui s'est passé entre eux, quoi. Et puis, Or, elle a quelque chose comme ça de très... en fait, dans le film, elle semble... Je trouve que chez Horatica, il y a beaucoup de liberté. Et pour moi, le personnage de Clara, c'est un personnage très libre. C'est-à-dire qu'elle ne va s'accrocher à rien, en fait. Elle est très bien, elle n'est absolument pas choquée du mensonge, tout passe. Pour Salif, je connaissais Salif de À l'abordage, évidemment, mais dans d'autres films aussi. Mais quand j'ai abordé le rôle de Baptiste, j'ai fait appel à David Bertrand, qui est un directeur de casting, et qui m'a proposé plusieurs jeunes trentenaires. Je voulais rencontrer des jeunes entre 28 et 30 ans. Euh, et, euh, et mon coup de cœur a été d'emblée pour Salif. C'est-à-dire que les autres comédiens étaient super, mais Salif, il a quelque chose pareil je le trouve charismatique, magnétique. Et le personnage de Baptiste, moi j'avais choisi le ton de la comédie et de la bienveillance. Et Baptiste doit avoir ça. C'est-à-dire que on aurait pu, hein, avec un même livre, faire un thriller, faire que ça dégénère total. Enfin, on peut faire plein de films en fait avec une même histoire. Moi, ce que je voulais, c'est que d'emblée, on soit avec Baptiste. C'est-à-dire que effectivement, ça s'inscrit dans le mensonge, mais en même temps, c'est tellement jouissif. Parce qu'il en fait quelque chose de beau et il permet en fait à chacun on dit souvent d'être la meilleure version d'eux-mêmes, que ce soit Elsa, qui il va lui permettre en fait, voilà, de se déployer, ou Chosen, et y compris la troupe de théâtre avec laquelle il travaille. Et Salif, ça a été, voilà, j'ai vu quelques personnes. Certains ont refusé le casting parce que le rôle leur faisait peur. Ils disaient, mais c'est trop compliqué, comment je vais faire et tout. Nous, avec Salif, parfois, on se dit qu'on était un peu inconscient, en fait, parce que c'est vrai que le travail que fait Salif, il est incroyable. C'est un travail de dingue d'acteur.
Et étonnamment, moi, j'ai jamais été stressée. J'avais Michael Gregorio qui était à mes côtés et les deux autres imitateurs. Et je sais pas, j'avais une espèce de foi naïve en me disant que ça allait le faire, que et Salif, il a bossé comme un dingue et ça le fait. Mais c'est vrai que je crois que ça fait peur à certains acteurs qui ont dit non, non, le scénario est super, mais je me sens pas de le faire. Et c'est très bien, je les remercie. Et voilà, parce que le casting a été plus rapide, j'ai vu moins de gens. Et puis, bah, au bout de 5 minutes, je me suis dit, c'est Salif. Je vois pas qui d'autre que Salif pouvait le faire. Mais en fait, vous avez répondu à la question que je voulais vous poser après. D'ailleurs, vous avez utilisé exactement le même mot dans la question. J'ai émis Salif Cissé, il est magnétique et depuis à l'abordage, on l'a vu dans pas mal de second rôles. Et c'est vous qui lui offrez un rôle de premier plan. Et est-ce que c'était une évidence pour vous? Mais bon, voilà, vous venez d'y répondre. C'est vrai que c'est un acteur que je trouve, que je suis aussi depuis à l'abordage et que je trouve qu'on n'a pas donné assez de lumière à son talent. Et je suis ravi aussi que vous ayez pu lui offrir cette opportunité-là. Ça y rayonne dans le film. Bah moi, je suis ravie. Et puis, on dit souvent le rôle de Baptiste, mais en fait, Salif, il joue 10 rôles dans ce film. Et il passe de la voix de Chosen à toutes les imitations chantées, et parfois dans une même scène. Et on se rend pas compte parce que comme ça, quand tout est réussi, on a l'impression que c'est facile. Mais en fait, c'était un sacré travail mental, y compris pour Salif, quoi, de se déplacer, parfois de jouer avec la voix de Chosen et en même temps de ressentir. À ce moment-là, quand il est en conversation avec la fille de Chosen et il est un peu amoureux d'elle, ben c'est Baptiste qui reçoit c'est le cœur de Baptiste qui bat et en même temps il doit parler avec la voix de Chosen. C'est un travail d'orfèvre qu'il a fait et je suis contente en tout cas que la presse ait vu ce talent. Et j'espère vraiment que ça va lui porter chance et que tout le monde va avoir envie de travailler avec lui. Vu que c'est un film autour de la thématique du faux semblant, j'avais un doute, c'est est-ce que c'était Salif Cissé qui effectuait les voix ou non? Donc je me disais que c'était pas possible. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Salif, il a été coaché par Michael Gregorio pour s'approcher le plus possible de la voix de Denis. Et ensuite, et parfois c'était à s'y méprendre tellement Salif était proche de cette voix. Et ensuite, on a demandé à Denis de post-synchroniser Salif et de s'inscrire dans le jeu de Salif. Ce qui n'était pas non plus évident pour l'un et pour l'autre. Et après, les monteurs son ont pris des fois à la lettre près, des fois à la syllabe, la voix de l'un, la voix de l'autre. Ce qui fait que la voix que vous entendez, c'est un mélange des deux voix. C'est une voix qui n'existe pas, qui est une voix imitée. Et qui... parce que si on avait pris que la voix de Denis, ça aurait semblé faux. Quand on connaît bien les imitateurs, on est capable de faire la différence entre Johnny Hallyday, chanté par Michael Gregorio, ou Fabien Lecastel. Parce qu'il y a toujours la voix de la personne derrière. Et nous, ce qu'on a conservé, c'est cette voix de Salif, en mettant parfois la voix de Denis. Donc, c'est une voix, en fait, qui appartient aux deux. Et on a gardé les respirations de Salif. C'est pour ça que c'est aussi... En fait, on n'a pas utilisé du tout l'intelligence artificielle. On a travaillé de manière très, très artisanale, à l'ancienne, comme j'aime. Justement, je notais que pour moi, le travail de synchronisation et en post-production n'a pas dû être une mince affaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du processus de travail autour de toute cette synchronisation et post-synchronisation? Ce qu'on a fait, je vous dis, c'est prendre vraiment ces deux voix et le travail des monteurs son consistait à faire de la dentelle. Donc, par exemple, là, je lis devant moi Tom Martinez. Eh bien, on prenait parfois le T dit par Denis, et puis on allait prendre le homme de Salif. Ensuite, on allait faire mar de Salif, ti de Denis. C'est-à-dire que vraiment, on coupait syllabe par syllabe et parfois lettre par lettre. Et donc, on montait toutes ces voix qu'on assemblait, tout en gardant les respirations de Salif. Et le mixage, ensuite, voilà, on a mixé ces voix parce qu'on voulait garder quelque chose qui était... Michael, il utilise le mot organique, j'aime bien, quoi, parce que c'est quelque chose de vivant, en fait. Et on n'est pas du tout dans l'IA qui aurait donné, à mon sens, en tout cas, quelque chose de très synthétique.
Oui, justement, vous faites un pont avec la question que je voulais vous poser sur votre rapport à l'intelligence artificielle, parce que justement, dans le film aussi, on peut douter, quand on le voit au premier abord, de l'utilisation ou non de l'intelligence artificielle. Et je voulais savoir, vu que Hollywood et même toute l'industrie du cinéma est en pleine mutation et même en conflit vis-à-vis de l'intelligence artificielle, je voulais avoir votre avis justement sur ce sujet, ce que vous en pensez de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le domaine artistique et notamment dans le domaine du cinéma. En tout cas, pour tout ce qui est des voix et tout ça, je trouve ça vraiment dommage, quoi, parce que même si effectivement, certainement, l'intelligence artificielle fait des prouesses qui sont étonnantes, je pense qu'on n'arrivera jamais véritablement. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas, quoi. J'ai envie de travailler avec le vivant et non pas avec une machine. Après, sur l'intelligence artificielle, au niveau des recherches, moi, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que c'est un Google Max qui fait qu'à un moment donné, quand vous avez une question, n'importe laquelle, j'ai pas en tête de questions comme ça, mais je trouve par exemple comme aide au scénario, je trouve que ça peut être intéressant. Ça n'empêche pas de travailler avec quelqu'un, mais c'est vrai que ça permet de... Voilà, en fait, moi, je l'utilise aujourd'hui plus en termes de recherche, comme je pourrais utiliser Google, sauf que parfois j'utilise ChatGPT, mais c'est tout. En fait, moi j'aime les gens, donc j'aime travailler avec les gens. Au bout d'un moment, moi, face à mon ordinateur, je m'ennuie, donc voilà. Mais je comprends que les gens soient inquiets parce que je pense que c'est assez bluffant et quand on voit toutes les fake news, tout ce qu'on peut faire, ça va être compliqué, hein, à un moment donné de se dire mais est-ce que c'est vraiment machin qui a dit tel truc, puisqu'on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. C'est la folie de notre monde, ça. C'est vrai. Et justement, vous parliez d'humain, vous parliez de rencontres. On sent au fil de votre œuvre globale que c'est un cinéma sur un peu les rencontres qui bouleversent des vies. Est-ce que voilà, c'est une thématique qui vous est chère et que vous avez envie justement d'approfondir et aussi de varier? Parce que là, vous êtes allé plus sur le domaine de la comédie, mais tout en gardant des thématiques qui vous sont chères. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie d'approfondir, Bah, en fait, j'ai l'impression à chaque fois, quand je commence un nouveau film, j'ai l'impression, je me dis, ah, ça, je l'ai pas fait, je vais me réinventer. Et puis, en fait, je me rends compte que je me réinvente pas tant que ça, c'est-à-dire que mes obsessions, elles reviennent, et puis je me dis, ah ouais, donc en fait, j'en suis encore là à raconter les mêmes. Mais voilà, c'est moi, donc je me dis, faut que j'accepte que ce soit mes obsessions, et puis c'est ce qui me motive. Après, ça peut être des rencontres, mais ce sont aussi des événements qui peuvent nous changer, qui font qu'à un moment donné, je pense que le deuil, par exemple, c'est l'expérience ultime qui nous font naître une deuxième, voire une troisième fois au monde, qui modifie parfois nos rapports aux autres. Et puis, il y a sur des choses qui sont moins tragiques, il y a les deuils, il y a les événements, et puis il y a les rencontres. Et parfois, par exemple, quand j'ai fait Ne me libérez pas, je m'en charge, j'ai eu la chance de rencontrer un grand monsieur qui s'appelle Michel Vaujour, qui est un ancien braqueur, qui a fait 27 ans de prison et 17 ans de QHS. Et c'est une rencontre qui m'a beaucoup marquée et qui m'accompagne tous les jours. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand des fois j'ai pas trop le moral, je pense à Michel. Et je me dis, mais qu'est-ce que ferait Michel à ce moment-là? Et je sais qu'il me mettrait un bon coup de pied au cul en me disant, écoute Fabienne, t'es en vie, donc vas-y. Et il y a plein de gens comme ça qui m'accompagnent, mais ça peut être aussi des livres qui m'accompagnent. Enfin, la rencontre, elle peut se faire avec un livre. Moi, je sais que l'auteur Christian Bobin m'a beaucoup accompagnée pendant des années. Voilà, oui, ça peut être... En fait, on peut avoir plein d'amis. Ça peut être dans les livres, ça peut être des films. Et puis ça peut être des vrais gens. Mais voilà, j'accorde quand même une importance particulière à la rencontre. Et j'ai eu la chance vraiment de rencontrer des gens super dans ma vie. Super. Et je voulais savoir aussi, parce qu'on parlait donc c'est votre première initiation dans la comédie, est-ce que c'est un genre qui vous a donné envie d'aller approfondir un peu d'autres, comment dire, dans votre future carrière, d'autres films dans le genre de la comédie? Et ça renvoie à une autre question. En gros, quels sont vos prochains projets, ceux que vous avez en tête, ceux qui sont peut-être déjà
en cours, ce que vous pouvez nous raconter, nous dire? Alors, des projets, j'en ai, mais en même temps, je suis sur aucun. C'est-à-dire que un film, c'est à peu près 3 ans d'une vie, entre le tournage, la post-prod, et là, avec Salif, on termine la tournée. Ce soir, on va à Angers. Et puis ensuite, on part à Dakar présenter le film, puisqu'il a été acheté dans toute l'Afrique francophone. Je sais que j'ai. Et donc, quand on sort comme ça d'une tournée où on a rencontré plein de gens, et c'était vraiment super, parce que on a eu des retours vraiment incroyables, j'ai juste envie là de me reposer, c'est-à-dire que je me sens presque vide de tous ces trajets, de toutes ces rencontres. Il faut que je prenne du temps pour me reposer, me renourrir en fait et me recharger et retrouver un désir, parce qu'un film, il faut vraiment un désir, c'est tellement dur à faire. Donc oui, des idées, j'en ai, mais voilà, rien de d'acté ou de solide ou même de signé en fait. Je laisse venir. Quant à la comédie, alors dans Nos vies formidables et dans Une place sur la terre avec Paul Vord, il y avait des moments de comédie en fait. C'est-à-dire que les films sont pas drôles, mais en même temps, il y avait comme ça des petites échappées dans la comédie, et c'est vrai que c'est quand même très très agréable. Si l'occasion si l'occasion se présente, oui, ça, je trouve que c'est intéressant. Surtout qu'avec la comédie, on peut raconter en fait les mêmes choses, mais en souriant. Après, est-ce que j'en serais capable? Je sais pas. Inch'Allah, je laisse le temps se dérouler tranquillement. L'avenir nous le dira. Ouais, c'est ça. Pour conclure cette interview, on va terminer par la même question qu'on pose dans The Cinema Show. Quel est le dernier film au cinéma ou même ce que vous avez découvert à la maison qui vous a marqué et que vous voudriez recommander? Alors, j'ai hélas pas pu aller au cinéma parce que je suis tout le temps sur les routes, donc ça fait longtemps. Mais le film que j'ai vraiment, pour lequel j'ai voté à fond au niveau des Césars, et ça y est, j'ai un blanc. C'est le film où il a eu le prix Meilleur Espoir. Voilà, ça y est, j'ai un blanc. Alors attendez, parce que vous mettez le doute. Oh là là. Ah, c'est 20 dieux? Comment? 20 dieux de. Le jeune. De Louis Courvoisier? De Souleymane. Ah, l'histoire de Souleymane, oui. Non, Souleymane. Non, l'histoire de Souleymane. Ouais, ça m'a vraiment bluffé, à la fois sur la performance de l'acteur, qui n'en était pas un, et sur la manière dont c'est filmé. La façon qu'il colle à son personnage, je trouvais que c'était une prouesse incroyable, et je trouvais que surtout c'était très très juste en fait par rapport à ce qu'il raconte. Donc merci Fabienne Gonnet de nous avoir accordé ce moment pour nous parler de votre film Le Répondeur, qui je rappelle est en salle depuis le 4 juin, et on vous souhaite plein de réussite autour du film et pour l'avenir. Merci encore. Merci beaucoup à vous. Can she be late for her cinema show? Cinema show.